Alors, ça manque un peu d'horreur sur cette chaîne YouTube ces derniers temps, vous trouvez pas? D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur la vidéo d'Halloween, c'est un concept qui vous a énormément plu et ça m'a fait très plaisir de lire tout ça, voilà. J'en avais pas parlé depuis, mais sachez-le, j'ai tout vu, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, comme d'habitude, 3 histoires d'horreur, 3 témoignages flippant. Pourquoi j'ai mis un silence? Aussi, juste avant de passer aux histoires, sachez que les précommandes de la BD sont toujours ouvertes pour encore 3 jours seulement. Voilà, c'est les 3 derniers jours des précommandes. Je sais que quand on voit des précommandes, souvent on se dit oh, je précommanderai plus tard, j'ai le temps, j'ai un mois. Bah voilà, sachez que c'est les 3 derniers jours, donc je vous fais un petit reminder. Après ces 3 jours, tous les packs, tout ça, ça ne sera plus jamais disponible. Et il y aura juste une version avec une couverture différente qui sortira en librairie en mars. Et ceux qui l'auront précommandé la recevront en janvier, donc 2 mois avant sa sortie en librairie. Et surtout, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, parce qu'il y a plein de retours, plein de gens qui adhèrent au projet. Mais j'espère surtout que les histoires, l'intérieur de la BD va vous plaire. Bref, on rentre dans le vif du sujet, on commence par la première histoire, celle de Sonia. Il y a 5 ans, les grands-parents de Sonia décèdent et elle hérite de leur maison. La maison est belle, elle est spacieuse, mais le deuil est très douloureux et la maison lui rappelle ses grands-parents à Sonia, ça lui rappelle qu'ils ne sont plus là et ça la rend triste, donc elle la met en vente. Alors elle va pas la mettre en vente dans son jus, comme on dit, elle va la mettre en vente après l'avoir vidée, donc pour ça, elle va y passer tout un week-end de nettoyage, de rangement intensif, bref, week-end visant à montrer la maison sous son meilleur jour. Pendant ce week-end, elle fait aussi un petit état des lieux pour voir ce qui est fonctionnel ou ce qu'il faut changer et devinez ce qui ne marche pas. La serrure de la porte arrière de la maison qui donne sur la cuisine. Bref, on est lundi, la maison est nickel et les visites commencent. La première, c'est un couple avec un bébé qui ont malheureusement trouvé la maison trop vieillotte pour eux, elle est peut-être encore un peu trop dans son jus. La deuxième visite, c'est celle d'un couple de retraités qui a un peu le comportement genre que beaucoup de gens parmi nous, je pense, ont en visite. C'est-à-dire que pendant la visite, ils font genre que c'est grave cool, qu'ils sont grave intéressés et après la visite, ils donnent zéro news. Clairement, ils ont pas aimé. Juste, ils ont eu pitié pour Sonia et ils ont pas osé lui dire que la maison n'est pas ouf selon eux. La troisième visite, c'est celle qui nous intéresse, est celle d'un homme qui a une 50aine d'années. Cet homme explique venir visiter la maison pour y emménager avec sa femme et sa fille. Et contrairement au couple de retraités, il pose beaucoup de questions sur la maison, ce qui est typiquement le comportement d'un futur acheteur. Il fait attention à tout et il remarque évidemment le petit problème de serrure sur la porte arrière de la maison. Sonia lui explique qu'elle va réparer la serrure dans la semaine et il lui dit qu'il reviendra pour une seconde visite avec cette fois sa femme et sa fille. C'est la fin de cette première journée de visite, Sonia elle est crevée mais en même temps elle est contente puisqu'elle a probablement trouvé un potentiel acheteur. Elle sort s'acheter à manger, elle revient dans la maison, elle se fait couler un bain. Après son bain elle se rend dans sa chambre et là, ses sous-vêtements propres qu'elle avait préparés avant de se lancer le bain ne sont plus sur son lit. Elle comprend pas, elle se met à les chercher et puis elle les voit là, posées sur sa commode à 1 mètre du lit. Pour elle, c'est clairement une faute d'étourderie, elle est extrêmement fatiguée parce que je vous rappelle qu'elle est en deuil, donc les nuits passées, elle a pas très bien dormi. Et puis elle sort d'une journée de visite où elle doit être au max, où elle doit méga bien vendre la maison. Bref, elle se dit qu'il est clairement temps de dormir et elle se met au lit. Le matin, elle se lève, elle commence à préparer ses affaires pour quitter la maison et rentrer chez elle, pour retrouver son mari et ses enfants. Mauvaise surprise en descendant au rez-de-chaussée, Sonia voit que la porte arrière de la maison est entrouverte. Contrairement aux sous-vêtements, pour elle, il n'y a pas de doute, elle n'a jamais ouvert cette porte. En tout cas, elle a aucun souvenir de l'avoir pas refermée. Mais, la serrure étant cassée, elle se dit que c'est peut-être le vent, la nuit, qui l'a légèrement entrouverte. C'est possible. Tu ne regardes pas assez de traits d'horreur, Sonia. Et là, elle repense à sa dernière visite avec cet homme d'une 50aine d'années. Elle se dit, mais ces questions, c'était chelou un peu quand même. Le mec lui a demandé par exemple si la maison était bien isolée au niveau du bruit parce que sa fille joue et quand elle joue, elle fait beaucoup de bruit. Et il voudrait pas déranger les voisins. Un peu plus tard, lors de la visite, il lui a avoué qu'il était très content que la maison soit plutôt grande parce qu'il adore faire des cache-cache avec sa fille. Bon, pourquoi pas. Moi perso, depuis Conjuring, je ne fais plus de cache-cache dans une maison. C'est fini. Pour le moment, rien de bizarre, juste un mec attentionné envers sa fille et ses futurs voisins. Mais Sonia repense à un truc qui s'est passé un peu plus tard lors de la visite. Comme il arrêtait pas de lui parler de sa fille, elle lui a posé des questions tout naturellement pour en savoir un peu plus sur sa fille, pour créer un échange, un peu de complicité avec un potentiel acheteur. Et donc elle lui a demandé quel âge elle a. Et quand elle lui a posé cette question, le mec a réfléchi plusieurs secondes avant de lui dire 15 ans. Sur le moment, Sonia, elle a pas percuté, mais pendant son petit déj, le lendemain, elle y repense et elle se dit mais attends, quelle fille de 15 ans joue à cache-cache avec son père? Et surtout, quelle fille de 15 ans joue bruyamment avec des jouets comme le mec le lui a indiqué? Sonia finit son petit déj en étant très mal à l'aise parce qu'elle comprend, elle sent qu'il y a un truc qui cloche quand même, et elle décide de quitter la maison parce qu'elle a plus rien à y faire et surtout elle est de moins en moins à l'aise à l'intérieur. Elle a beaucoup de route à faire pour rentrer chez elle, donc avant de sortir de la maison, elle décide de faire un dernier pipi. Mais avant d'aller aux toilettes, qui sont à l'étage, elle fait une dinguerie. Elle sort donc de la maison par la porte d'entrée, la porte principale, en fermant à clé derrière elle, et puis elle re-rentre dans la maison de manière discrète par la porte arrière, celle qui donne sur la cuisine. Et au moment où elle passe la porte, elle s'arrête net parce qu'elle entend du bruit à l'étage. Et puis elle entend quelqu'un descendre les escaliers en courant. Et ce quelqu'un, c'est l'homme d'une 50aine d'années de la dernière visite de la veille. Elle le voit puisqu'il vient de descendre les escaliers, il est dos à elle et il a un couteau à la main. Heureusement il se retourne pas, il ne la voit pas, il court vers la porte d'entrée principale et il se met à la taper avec son poing en hurlant putain de merde. À ce moment-là, Sonia est tétanisée, elle se dit putain mais j'avais raison depuis le début, il y avait bel et bien quelqu'un ici. Le mec est à seulement 4 mètres d'elle, s'il jette un coup d'œil derrière lui, elle est foutue, mais elle garde son sang-froid et elle sort de la maison silencieusement en passant par la porte de derrière, la porte de la cuisine. Une fois dehors, elle sprint vers sa voiture, heureusement
heureusement garée dans la rue collée à la maison. Elle roule et elle se gare 2 rues plus loin pour directement appeler la police tout en regardant non-stop autour d'elle au cas où le mec l'ait vu ou l'ait entendu sortir de la maison. La police arrive seulement quelques minutes plus tard, sauf que en arrivant, évidemment, le mec n'est plus dans la maison. À cause de cette maudite serrure cassée, Sonia n'a pas pu enfermer le mec dans la maison. Du coup, il s'est enfui par la porte arrière et la police n'a jamais réussi à le retrouver ou à avoir des nouvelles. Après ces événements, Sonia a fait installer une caméra dans la maison, elle a fait changer aussi la serrure de la porte arrière et... félicitations Sonia, elle a réussi à vendre la maison. Bref, Sonia, on est ravis qu'il ne soit rien arrivé ce jour-là et GG l'instinct. Je réalise de plus en plus en racontant ces histoires que je n'ai aucun putain d'instinct. Moi, la porte entrouverte, j'aurais 100%, je me serais dit ah mais c'est moi, j'ai oublié, qu'est-ce que je suis bête. J'aurais jamais eu le moindre doute sur une potentielle présence. Je serais pas là pour raconter l'histoire, voilà, je vous le dis, je serais out. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire, celle de Charlotte. C'est une histoire assez vieille puisqu'elle s'est passée en 2004 et à l'époque Charlotte n'a... Je vous ai... Excusez-moi mais je mets mes mains comme ça, c'est... Pour qui je me prends? À l'époque, Charlotte n'a que 11 ans et elle a vécu ce truc-là avec sa maman qui lui a raconté en fait ce qui s'était passé ce jour-là des années après et c'est badant. À l'époque, sa mère est parajuriste et travaille dans un cabinet d'avocats en droit familial. Ce soir-là, sa maman est appelée en urgence pour bosser sur une affaire et donc elle doit se rendre à son bureau pour choper des documents. Elles y vont donc toutes les deux en voiture et en arrivant sur place, sa maman se gare sur le parking des bureaux et elle demande à Charlotte de ne pas sortir de la voiture. Et elle lui dit la vérité, elle lui explique qu'en arrivant, juste après qu'elle se soit garée, il y a un homme qui a traversé le parking et qui est monté dans sa voiture et qu'il est resté là à attendre les phares allumés. Alors en vrai, il n'y a rien d'ouvertement louche ou effrayant, hein. Rassurez-vous, vous avez le droit de monter dans votre voiture sur un parking et de rester dedans les phares allumés. Mais à ce moment-là, je sais pas, la mère de Charlotte, elle a une intuition, elle est en mode mieux vaut être trop prudente que pas assez. Après 5 longues minutes d'attente, sa mère se retourne enfin vers elle et lui dit bon écoute, j'ai aucune idée de ce que le mec fait ou prépare, mais prends les affaires, on va chercher les documents dans mon bureau. Elle sort de la voiture, elle se met à marcher pour les bureaux, il y en a pour à peu près 40 secondes. Mais à mi-chemin, la maman de Charlotte lui dit allez, Kai, dépêche-toi. À ce moment-là, Charlotte ne le sait pas, mais en fait, si sa maman la presse, c'est parce qu'elle a vu l'homme descendre de sa voiture juste après qu'elle soit descendue de la leur. Elles accélèrent le pas et elles finissent carrément le trajet en courant. Une fois que Charlotte et sa maman sont rentrées, elles se disent ok c'est bon, on est en sécurité. Et elles entendent un bruit et ce bruit c'est la porte du bâtiment qui vient d'être franchie par l'inconnu du parking. À ce moment là elles sont en train d'attendre l'ascenseur qui est à seulement quelques mètres de la porte d'entrée et la maman de Charlotte dit bonsoir à l'inconnu. Rien d'anormal dans la réponse de l'inconnu, il dit juste bonsoir et lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il rentre en premier et puis il met son bras devant les portes pour en empêcher la fermeture automatique et pour laisser le temps à Charlotte et sa maman de rentrer dans l'ascenseur. Et là, au lieu de rentrer dans l'ascenseur, la maman de Charlotte sort son téléphone et dit à l'inconnu ah merde je suis désolé j'ai un coup de fil urgent, c'est gentil mais on prendra le prochain. Évidemment c'est du bluff. L'inconnu est figé et après quelques secondes il retire son bras et les portes se ferment. Il y a plusieurs ascenseurs dans l'immeuble donc la maman de Charlotte rappelle immédiatement un autre ascenseur et le temps qu'il arrive elle prend le temps de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle lui dit écoute c'était le mec qui était dans la voiture garée derrière nous sur le parking, j'ai l'impression qu'il nous a suivis à l'intérieur, clairement j'allais pas nous faire monter dans un ascenseur avec lui. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un nouvel ascenseur, on va courir jusqu'à mon bureau, on va attendre quelques minutes pour être sûr de jamais recroiser le chemin de ce mec. Le plan se passe comme prévu et quelques dizaines de secondes plus tard, Charlotte et sa maman sont enfermées dans son bureau. Elles vont y attendre 10 minutes durant lesquelles la maman de Charlotte a l'oreille collée à la porte du bureau pour pouvoir entendre ce qui se passe dans le couloir et pour pouvoir prévoir la potentielle arrivée de l'inconnu s'il en avait vraiment après elle. Bref, 10 minutes plus tard, elle déverrouille la porte, elle tape un sprint jusqu'au rez-de-chaussée, elle retape un sprint une fois sur le parking pour rejoindre la voiture, elle passe la première et c'est ciao les bureaux. À partir de là, Charlotte ne va pas parler de cette histoire à sa mère pendant plusieurs années. 5 ans plus tard, Charlotte se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là et elle en parle à sa mère sur le ton de l'humour. Elle lui dit putain tu te souviens quand on a tapé une méga parano et qu'on s'est enfermé dans ton bureau pour rien, tout ça parce qu'on matait trop de films d'horreur, haha qu'est-ce qu'on était bête. Et là le visage de sa mère devient tout blanc. Sa mère sait que ce jour-là elles ont potentiellement échappé à un truc dramatique. Et pourquoi elle le sait? Parce qu'un fait divers a eu lieu ce jour-là. Souvenez-vous, dans cet immeuble on retrouve des bureaux de droit familial, donc des bureaux dans lesquels globalement on signe des documents fixant les termes d'un divorce, y compris la garde des enfants. L'inconnu de l'ascenseur venait donc de se séparer de son ex-femme et il se trouve qu'il n'a pas obtenu la garde des enfants pour des raisons tout à fait légitimes dont on va parler dans un instant. Sauf qu'il n'a pas accepté du tout cette décision et il a refusé de signer les papiers qu'il devait signer ce jour-là, il s'est barré à la moitié du rendez-vous, fou de rage. Il a donc traversé le parking pour se rendre dans sa voiture, c'est donc à ce moment-là que Charlotte et sa maman l'ont aperçu pour la première fois et il s'est défoncé la gueule avec de la méthamphétamine. On comprend pourquoi il a pas eu la garde. Après s'être défoncé la gueule, il a pris une paire de ciseaux de cuisine qui cachait dans sa boîte à gants et il est retourné dans le bâtiment. C'est donc là que Charlotte et sa maman l'ont recroisé, sauf qu'elles ont pas vu évidemment qu'il avait une paire de ciseaux en main. L'inconnu s'est donc rendu au 3e étage de l'immeuble, il a attendu que sa femme sorte du rendez-vous et la poignarde 106 fois avec les ciseaux de cuisine.
Et malgré le fait que le médiateur assiste à cette horrible scène, le mec continuait de la poignarder encore et encore et encore. Bien évidemment, le médiateur appelle immédiatement la police qui met encore une fois seulement quelques minutes à arriver. Et en arrivant sur les lieux, le mec était encore dans l'ascenseur avec sa femme dans les bras. Il était en train de l'étrangler alors qu'elle était déjà morte depuis un bon moment. Ce soir-là, elles ont donc croisé la route d'un mec qui a seulement quelques minutes plus tard commis un crime affreux, un mec donc complètement taré et sous amphétamine avec qui elles allaient se retrouver seules dans un ascenseur. Personne ne sait ce qui aurait pu leur arriver ce jour-là si elles étaient montées dans cet ascenseur et si la maman de Charlotte n'avait pas eu cet instinct incroyable, cette prudence folle alors qu'il n'y avait pas tant de signes que ça qui lui montraient qu'elle était potentiellement en danger. Voilà, encore une fois, ayez confiance en votre instinct quand vous trouvez que quelque chose est louche, on n'est pas à une minute près, autant attendre le prochain ascenseur et éviter de se retrouver coincé avec ce genre de gros fils de chien. Pardonnez mon langage mais c'est horrible ce qui s'est passé ce jour-là. Il est temps de passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo, l'histoire d'Axel. Axel est français, il précise qu'il a entendu parler du Let's Not Meet FR grâce à mes vidéos. Big up à toi Axel, merci pour ton histoire, elle est incroyable. Aujourd'hui Axel a 28 ans mais l'histoire a eu lieu quand il avait 13 ans et qu'il était encore au collège. Ce jour-là il fait beau et Axel est posé dehors avec ses potes. Et l'un d'eux a un plan. Il explique qu'au pied de son immeuble se trouve une cave qui n'est pas fermée et qui serait d'après lui extrêmement glauque. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière et il y a souvent un mec qui s'appelle Rabat qui traîne là-bas. Mais alors qui est Rabat? Rabat est une espèce de junkie qui boit énormément d'alcool et qui est connu des services de police pour plusieurs trucs, ivresse publique, conduite sous l'emprise de stupéfiants et comportement agressif et violent envers des voisins. Mais Axel et ses potes ils apprennent ça, ils se disent mais c'est génial, let's go, quel après-midi de folie. Quelques minutes plus tard ils sont devant la fameuse porte de la cave, Axel est tout à l'avant du groupe, il l'ouvre et en rentrant effectivement l'endroit est glauque. Axel précise qu'à l'époque, dans son groupe de potes, personne n'a de portable. Ce jour-là, ils ont emporté avec eux 2 lampes torches qui sont en plus pas bien puissantes. Bref, nos amis tournent dans le premier couloir et ils commencent à avancer. Le couloir fait 5-6 mètres de long, au bout desquels tu peux tourner à droite et découvrir un nouveau couloir de 5-6 mètres de long. Et puis d'un coup, ils entendent un bruit. Premier coup de stress pour notre groupe d'amis qui est ravi, c'est ça qu'ils cherchaient en venant là. Comme je l'ai dit, arrivé au bout de ce couloir, on peut juste aller à droite et tomber sur un autre couloir. Mais quand il passe l'angle, la lampe torche laisse entrevoir les jambes de quelqu'un, à seulement quelques mètres d'eux. Et d'un coup, tout s'accélère. En voyant la lumière, le mec se redresse, sort la tête du box et regarde Axel et ses amis. Tout le monde comprend immédiatement qu'il s'agit de Rabat. Il a un regard allumé, il est crade et surtout, il a un couteau à la main. D'un coup, le silence est rompu par des hurlements de Rabat qui se met à courir vers le groupe d'amis. Axel et ses potes comprennent immédiatement qu'ils sont en danger. Là, ils sont plus juste en train d'avoir des petits coups de stress. Ils se chient dessus. Ils se mettent eux aussi à courir. Ils font demi-tour et ils se dirigent vers la sortie. Les bruits des pas résonnent, les cris de Rabat résonnent. Bref, dans la cave, on est passé du silence au chaos en une demi-seconde. Et dans sa course, Axel tourne la tête pour voir ce qui se passe derrière lui. Et il constate que Rabat l'a déjà rattrapé de plusieurs mètres. Et au lieu de suivre ses potes, il se jette dans le box sur sa gauche. 2 secondes plus tard, il sent Rabat qui passe juste à côté de lui mais qui continue de courir à la poursuite de ses amis. Il a toujours son couteau en l'air, il est toujours en train d'hurler, mais il vient de passer l'angle sans se rendre compte qu'Axel se trouvait dans le box. Axel entend la porte de la cave s'ouvrir, il entend ses potes sortir de la cave, il se penche pour avoir un visuel sur ce qui se passe et il voit Rabat rester dans la cave et en fermer la porte d'entrée. Axel explique qu'il a 13 ans à ce moment-là et qu'il a beau faire plus que son âge et être un peu costaud, il fait clairement pas le malin, il est plein de regrets. Malheureusement, les bruits de pas se rapprochent. Il se retient de respirer et il sent Rabat passer juste à côté de lui pour se rendre dans le box qu'il fouillait au moment où Axel et ses amis sont arrivés dans la cave. Axel est soulagé mais c'est pas fini. Je vous rappelle qu'il est enfermé avec Rabat. Il va donc passer 3 bonnes minutes complètement tétanisé à essayer de réfléchir à ce qu'il peut faire, à comment sortir de cette merde. Il réfléchit et réalise qu'il n'y a pas qu'une entrée pour accéder à la cave, il y en a 2. Et la deuxième, c'est une porte qui est reliée à l'intérieur du bloc. Et cette porte, elle est à quelques mètres de lui, sur sa gauche, juste avant le virage qui mène au couloir dans lequel se trouve Rabat. En revanche, il est impossible pour Axel de savoir si cette porte est verrouillée ou non avant d'avoir essayé de l'ouvrir. Mais il réalise que de toute façon, il n'a pas d'autre solution. Il prend son courage à 2 mains et silencieusement, il sort du box. Il n'a pas de visuel sur Rabat, mais il l'entend marmonner au loin. Il s'approche doucement de la fameuse porte. Il pose sa main sur la poignée et il appuie dessus. Évidemment, ça fait un énorme grincement qui retentit dans toute la cave. Et immédiatement, Rabat se met à hurler. Axel pousse la porte et heureusement, elle s'ouvre. Il est de nouveau éclairé par la lumière du jour, ça y est, il retrouve la vue et il tape le sprint de sa life. Axel rejoint ses potes qui l'attendaient à l'angle du bâtiment. D'ailleurs, il manque une partie de ses potes qui sont en fait allés chercher leurs parents pour qu'ils aillent le secourir dans la cave. Mais c'est un grand soulagement pour Axel qui explique qu'il a chialé toutes les larmes de son corps, qu'il a rarement eu aussi peur de toute sa life. Il a pas porté plainte, il a préféré en tirer des leçons comme arrêter de vouloir faire des trucs sensationnels et de se mettre en danger pour ressentir des trucs. Et surtout, il s'est dit que Rabat allait oublier son visage 2 jours après puisque c'est un mec qui est tout le temps sous alcool, etc. et qui est pas très
et lucide. Il finit son histoire en expliquant qu'il a pas de traumatisme lié aux caves, hein. En revanche, il précise que maintenant il est papa, il a un fils et que il apprend à son fils à être prudent et à ne pas se retrouver enfermé dans une cave avec un mec qui a un couteau, par exemple. Messieurs, dames, c'est la fin de ce serait d'horreur. J'espère que les histoires vous ont plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau. Sortez des films d'horreur là, le Hollywood. Sortez des films d'horreur. Il y a aucun putain de bon film d'horreur qui sort, ça me frustre. Voilà. En revanche, il y a des bonnes BD horrifiques qui sortent ces derniers temps. J'ai hâte de lire vos premiers retours du coup en janvier pour ceux qui l'ont précommandé. Bah voilà, on finit sur un miaulement de Jumbo. Parfait. À bientôt les Squeezos.